juste à côté pour les gens que ça intéresse. J'ai passé pas mal de temps dans la santé publique et c'est un challenge pour moi d'essayer de sensibiliser, de vulgariser sur la santé de la femme. Et donc je remercie l'école EFET de m'avoir donné cette occasion, qui va devenir pluriannuelle, je dirais, de vous sensibiliser sur des choses parce que vous, tous les gens ont des comportements à risque, des fois sans le savoir. Et donc il y a des choses, il y a des comportements qui sont dangereux et c'est très important de prévenir. Prévenir vaut mieux que guérir. Donc c'est très important d'être à l'écoute et de savoir qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire ou qu'il faut faire, de telle manière à éviter de se retrouver malade ou dans des stades assez avancés. Donc je commence rapidement par l'anatomie de la femme. L'utérus, vous voyez, donc il est au centre, il est en bas, dans ce qu'on appelle le pelvis, en bas de la cavité abdominale, et il est au centre de ce pelvis, qui fait qu'il est derrière la vessie et devant le rectum. D'accord ? Et autour, je vais parler autour là, c'est qu'il y a, là, il y a les anses grêles, il y a l'intestin. Et l'utérus donc est au centre de cette cavité pelvienne, et l'utérus, donc la femme reçoit toutes les douleurs, toutes les interférences, tout ce qui la dérange par rapport à sa féminité, directement, elle le relie à l'utérus. Quand j'étais dans la santé publique, 50% de la consultation était de la colopathie, c'est-à-dire une crainte, ça lui faisait mal, tout simplement parce qu'elle disait « je viens pour l'ouelda ». Est-ce que tout le monde comprend l'arabe? Donc, des fois, j'utilise des termes arabes, mais je reviendrai au français. Donc, me dit « l'utérus me fait mal ». Et tout simplement pourquoi? Parce que l'utérus, c'est la représentation ultime de la féminité. C'est la matrice qui va donner vie, qui va porter l'enfant. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, de fondamental. Une femme ne se sent femme qu'avec son utérus, bien sûr avec ses seins aussi. Mais je veux dire par là, l'utérus est quelque chose, il y a beaucoup de pathologies qui reviennent à l'utérus, alors qu'en fait elles sont liées à d'autres choses. Je vous dis notamment donc, la colopathie fonctionnelle, ça peut être des problèmes urinaires, ça peut être des problèmes de différents problèmes, mais elles sont toutes liées à l'utérus. Et elles sont pas toujours, c'est pas toujours l'utérus qui est mis en cause. Donc je vais vous parler de différents thèmes, de grossesse et d'accouchement, même si ce n'est pas encore vraiment votre âge, mais c'est des choses à savoir. De contraception, oui, ça commence avec votre âge. D'infection sexuellement transmissible des sida, de ménopause pour vos mamans, mais aussi pour les informations à savoir, de cancer du col et de cancer du sein. Ça ne vous concerne pas maintenant, mais ça va vous concerner, c'est très important de prévenir cela. La grossesse, donc commencer par ça, ce n'est pas un état de maladie, mais ça peut se compliquer. Toute femme désire à certains moments être enceinte, avoir un bébé, parce que justement vous avez cette chance. Nous les hommes, on ne pourra jamais être enceinte. Et la grossesse, comme je dis, n'est pas une maladie, mais il y a des grossesses qui se compliquent et c'est très important de prévenir avant que ça commence, qu'il y ait donc des complications graves pour le bébé ou pour la maman. Alors, juste par exemple des choses à prévenir, à savoir le début de grossesse. Moi, quand j'étais à l'hôpital, souvent je recevais les gens, c'est mon terme, d'accord, je suis à mon terme, je suis à mon 9e mois, je viens accoucher, quand est-ce que je vais accoucher, ok? Quand est-ce que vous êtes tombé enceinte? Je ne sais pas. Mais si vous n'avez pas une date de grossesse, je ne peux pas vous dire une date de terme de grossesse, c'est évident. Mais je vous dis, 50% des gens à l'hôpital ne le savaient pas. Et même en privé, je le rencontre, elle ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle est tombée enceinte. Alors, première des choses, il faut savoir que la DDR, la date de dernière règle, n'est pas toujours fiable. Parce que, dans la majorité des cas, on ovule, on a une ovulation 14 jours plus tard, après le début des règles, mais des fois, en fonction des variations du cycle, ça peut être 21 jours, ça peut être 15, ça peut être 17, ça peut être même un mois après. Donc, des fois, on ne le sait pas. Deuxièmement, on peut se tromper. Donc là, on peut se tromper de règles. On ne sait pas quand est-ce qu'on a eu nos règles. Et je vous dis, souvent, ça arrive. J'ai eu mes règles frontales. Oui, ben, je dois accoucher. Quand je dis, si tu as eu tes règles, si tu ne me précises pas le mois ou le jour où tu l'as eu, tu me dis le mois de mai, ben oui, moi je te dis, est-ce que c'est le début mai ou est-ce que c'est la fin mai? Donc c'est très important de dater. Quand on ne connaît pas la meilleure des datations, en fait, c'est l'échographie précoce. Parce que le bébé, quand il est à 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines, on a des mesures échographiques, avec des échos, qui va permettre de dater précisément
à 2 ou 3 jours près de quand est-ce que vous êtes tombé enceinte. Et c'est ça qui est important pour ce qu'on appelle une DDR corrigée, pour dire, voilà, tu es tombé enceinte tel jour, théoriquement, et donc tu dois accoucher tel jour. Et tu ne vas pas dépasser ton terme, parce que le terme dépassé, c'est ce qu'on appelle 41 semaines d'aménorrhée, et il ne faut pas dépasser 42. Après 42, il faut absolument t'accoucher, soit par voie basse, après déclenchement, soit par césarienne. Mais donc, pour dire ce terme est dépassé, il faut savoir quand est-ce que la grossesse a débuté. Donc, encore une fois, c'est très important de connaître la date de ces dernières règles. La date des dernières règles n'est pas suffisante. Il faut aussi faire une écho précoce dès que vous avez un retard de règles. Le suivi de la grossesse est aussi très important. Malheureusement, il y a des fois des femmes qui viennent accoucher au 6e, au 7e mois avec un enfant mal formé, qui n'a pas de tête, qui a un cœur mal formé, il y a des problèmes majeurs. Et c'est dommage qu'on ne le sache qu'à la fin, qu'au moment où elle accouche, alors qu'elle a une malformation majeure, je vous dis, il n'a pas de tête, ou il a un ventre complètement mal fermé, ou des choses comme ça. Et ça vient aussi par le suivi de la grossesse. La même chose pour les analyses sanguines les plus banales, le groupage. Le groupage, parce qu'on sait par exemple que quand on est rhésus négatif, quand on est de groupe négatif, eh ben, on n'a pas certains anticorps, on n'a pas certains antigènes, l'antigène rhésus, et qui fait que quand on est en contact avec cet antigène rhésus, on peut développer des anticorps qui vont tuer les prochaines grossesses. Donc c'est très important de savoir est-ce qu'on est rhésus négatif ou rhésus positif pour éventuellement faire ce qu'on appelle le sérum anti-D si le bébé qu'on a est positif. La même chose pour l'hémoglobine HB. Il y a beaucoup de gens qui sont anémiques, c'est-à-dire qu'ils manquent du fer, et donc ils ont une baisse de l'hémoglobine. Et l'accouchement est sanglant. Vous perdez du sang au cours de l'accouchement. Des fois, ça peut être catastrophique, et ça peut vous induire à la mort par des hémorragies. Donc je préfère que vous ayez une hémoglobine à 13-14, que même si vous faites une hémorragie, vous descendez de 12, 13, 14 à 8, 9, que vous commenciez votre accouchement à 8, 9, que vous descendiez à 5, parce que 5, c'est la porte de la morgue. Vous comprenez? Donc c'est très important d'avoir une hémoglobine élevée avant de prévenir ces complications. La même chose pour la glycémie à jeun. C'est très important de savoir est-ce que vous n'êtes pas diabétique avant, parce que le diabète antérieur à la grossesse donne des malformations qui sont graves, déséquilibre le diabète, mais surtout également peut se compliquer par des difficultés d'accouchement, par un gros bébé mal formé et des difficultés qu'on peut le savoir. Autre chose, il y a ce qu'on appelle le diabète gestationnel. C'est une maladie, c'est une intolérance au glucose. C'est-à-dire que le corps n'arrive pas à traiter et à équilibrer toute la glycémie du fait des hormones hyperglycémiantes de la grossesse. Et donc ça peut faire aussi des complications, gros bébé, accouchement prématuré, infection. Et donc c'est des choses qu'il faut savoir. Donc c'est pour ça que c'est important de suivre sa grossesse. La même chose aussi, j'en parlerai de l'HTA, l'hypertension au cours de la grossesse. Donc c'est très important de suivre sa tension, de faire des bandelettes, ça se fait à l'hôpital par exemple. Une chose, ça va me permettre de parler de contraception également. Beaucoup de jeunes, dans des milieux traditionnels, veulent se marier et avoir un gosse rapidement. Vous voulez vous marier rapidement, ça vous regarde. Chacun ses convictions. Par contre, avoir un gosse rapidement, moi je vous conseille non. Pourquoi? Parce que le mariage, avant, dans la société traditionnelle qu'on a, et même en Afrique, même en Mauritanie, même en Afrique, il y avait, l'homme était supérieur, entre guillemets, à la femme, décidait de ce qu'il voulait, la femme était là pour enfanter, elle était sécurisée. Cette mentalité a changé, et heureusement, vous êtes à l'école pour apprendre un métier, avoir une formation, et être indépendante, et décider de ce que vous voulez faire. Ok? Donc, mais les mentalités ont changé, à tel point que vous ne savez plus quoi faire. Et moi, je suis choqué quand je vois une femme qui vient chez moi au bout de 3 mois en me disant « ça fait 3 mois que je suis mariée et je ne suis pas encore enceinte ». Tu es pressé? Pourquoi tu es aussi pressé? D'autant plus que tu as 19, 20, 21 ans ou 25 ans. Pourquoi être aussi pressé à avoir un enfant? Parce que le mariage, c'est un contrat à deux.
Et même si cette personne, homme ou femme, vous l'aimez, elle n'est pas forcément faite pour vous. Parce que le mariage, c'est accepter les différences de l'autre, les défauts de l'autre. Bien sûr, je l'aime, je l'épouse pour ses qualités, mais est-ce que je vais rester avec lui pour ses défauts? Et donc, il faut passer du temps. On ne peut pas concubiner au Maroc, bien sûr, mais il faut passer du temps à deux pour accepter, pour réussir ce mariage. Parce que si vous vous mariez et vous rencontrez que c'est un drogué, ou là il va vous battre, ou là, sans aller jusqu'à ces extrêmes, ou bien vous vous entendez pas avec la belle famille, ou là où le monde et Boudina, il n'écoute que tout ce qui est par rapport à ses parents, et vous vous sentez frustré, et bien des fois, il vaut mieux, comme on dit en arabe, on s'est rencontrés amis, on se sépare amis. On n'est pas forcément fait pour être ensemble. Je ne dis pas qu'il est mauvais ou qu'elle est mauvaise, c'est qu'on ne s'est pas entendu. Et donc c'est important de se séparer à ce moment-là. Quand on a un gosse, c'est plus difficile de se séparer. Et c'est ça pourquoi les divorces sont difficiles. Autre raison médicale, il y a la raison sociale pour ne pas faire un gosse rapidement. Autre raison médicale, c'est ce qu'on appelle la prééclampsie. La prééclampsie, c'est une maladie, c'est une hypertension au cours de la grossesse et qui est liée au fait qu'il n'y ait pas de tolérance immunitaire par rapport à ce bébé. Est-ce que vous comprenez le terme tolérance immunitaire? Non. L'immunité fait que tout ce qui est à nous, on arrive à le garder. Tout ce qui n'est pas à nous, infection, microbes et tout ce qui est non-soi, il y a l'immunité qui se défend contre ça. Ok? Le bébé, il est 50% à nous, 50% du papa. Comment ça se fait que ce bébé n'est pas rejeté? Il y a une tolérance immunitaire. Comment ça se fait? Eh bien justement, en fait, si Dieu a bien fait les choses, il y a, au cours de la grossesse, il y a comme une couverture des antigènes du bébé, de telle manière à ce que le corps de la maman ne le rejette pas. Et ça vient avec l'habitude au sperme. D'accord? Parce que le sperme du mari, justement, il y a les antigènes du bébé, du futur bébé. Et donc, quand vous avez un rapport sexuel et que vous tombez enceinte dès le premier mois, dès le début, souvent le corps de la femme n'est pas habitué à ces antigènes et des fois il le rejette. Et il le rejette sous forme d'une mauvaise placentation, d'une mauvaise fabrication du placenta, avec des troubles d'ischémie, c'est-à-dire d'insuffisance d'apport en oxygène et en sang, qui font cette toxémie gravidique, qui font cette prééclampsie, cette hypertension au cours de la grossesse. Et on le voit souvent chez des jeunes femmes qui sont mariées et qui sont tombées enceintes très rapidement, le jour de la nuit de noces, ou dès les premiers mois de la grossesse. Et cette prééclampsie est grave parce qu'elle peut tuer le bébé et aussi elle peut tuer la maman. Donc, autre raison médicale, je dirais, de ne pas faire de gosse tout de suite après cette maladie. Donc, le suivi de la grossesse est important pour voir est-ce que vous n'avez pas un gros bébé, est-ce qu'il est bien présenté, est-ce que vous avez besoin, par exemple, d'une césarienne d'emblée. Et tout ça, c'est très important, ça a été développé par différentes structures, notamment le ministère de la Santé. Maintenant, il y a un nouveau carnet de santé qu'on appelle la Box, qui correspond aux box françaises, je dirais. L'essentiel, c'est d'avoir un carnet de santé qui vous tient toutes vos données médicales, et que même si vous changez de médecin ou vous changez de structure, vous les avez. On raconte tout votre dossier médical. Autre chose dont je vais parler, les grossesses extra-utérines. Est-ce que vous savez ce que c'est que la grossesse extra-utérine? Non. Alors, la grossesse extra-utérine, c'est tout simplement une grossesse qui n'est pas dans l'utérus, mais qui est dans les trompes, le plus souvent. Et cette grossesse dans les trompes, qui n'a pas sa place, il y a différents tableaux, mais elle peut, si elle n'est pas prise en charge tôt, elle peut vous éclater votre trompe. Quand vous êtes loin d'un centre hospitalier, vous pouvez faire une hémorragie et en mourir. La petite cheveux, enfin dans une montagne isolée, loin de tout centre. Mais à la rigueur, quand vous êtes dans un centre urbain ou dans un village proche, vous arrivez, on arrive à vous sauver, mais elle a éclaté votre trompe. Et une fois que votre trompe est éclatée, c'est une cause de stérilité, parce que justement, on n'a pas pu sauver la trompe. Donc le fait
La dame, elle est enceinte, elle est contente, elle commence à vomir, elle est très contente d'être tombée enceinte, mais au bout de 1 mois, 2 mois, ça ne va pas bien, elle a mal et tout, jusqu'à ce qu'elle fasse son hémorragie. C'est très important, encore une fois, de faire une échographie précoce pour s'assurer qu'il n'y a pas de GUI, que s'assurer que cette grossesse va bien. Donc, en plus, le diagnostic précoce va permettre un traitement, même des fois médical. On peut ne pas opérer une GU, traiter juste médicalement. Et ça permet un traitement conservateur. La GU, comme je disais, donc c'est au niveau de votre utérus, le fait que le bébé, que la fécondation ne tient pas au niveau de l'utérus, mais elle tient au niveau de la trompe, à différents endroits, ou plus. Je vous donne un exemple, par exemple, d'une GU. Ça, c'est l'utérus. Voilà la trompe et comment elle est dilatée. Ça, c'est l'ovaire en blanc. Ça, vous voyez la trompe. Je vais la remettre, parce que ça, c'est l'autre trompe. Ça, c'est la trompe normale. Ça, c'est l'utérus. Et vous voyez l'autre trompe. Là, elle n'est pas encore rompue. Ça, c'est l'ovaire. Là, elle n'est pas encore rompue. On peut encore traiter là. Mais à condition de venir tôt. D'accord? L'accouchement, la même chose. L'accouchement, il y a toujours un risque de complications. Avant, il y a un proverbe arabe qui disait Mrahamla, Jelf Dunya, la femme enceinte, un pied dans le vivant, un pied dans la tombe. D'accord? Même, je vois des campagnes, des gens venant d'Afrique subsaharienne et de Mauritanie, je pense. Il y a des taux de mortalité qui restent encore élevés. Vous êtes à 200 pour 100 000, presque 2 pour 1000. Au Maroc, on était aussi à 2 pour 1000, on est passé à 1 pour 1000, 100 pour 100 000. En Europe, ils sont à 1 pour 10 000. Ils sont à 10 pour 100 000. 1 pour 10 000, c'est énorme. C'est extrêmement bas. Au Maroc, on est encore 10 fois plus qu'en Europe. En Afrique subsaharienne, on est 20 fois plus à 30 fois plus. Et la perte d'une femme, la mortalité maternelle, c'est quelque chose de très choquant. Et donc, c'est important de suivre sa grossesse. Je vous dis de prendre du fer pour avoir une hémoglobine élevée, de suivre pour savoir est-ce qu'il n'y a pas de malformation, est-ce que vous avez un bassin normal qui peut accoucher normalement, est-ce que votre présentation permet d'accoucher normalement. Et donc, je dis tout simplement un accouchement médicalisé. Pas forcément la clinique, pas forcément césarienne, mais éventuellement chez une sage-femme ou dans un centre de santé. L'essentiel, c'est que ça soit médicalisé. Comme ça, s'il y a un problème, on peut au moins convertir la chose. Parce que la voie d'accouchement peut changer à la dernière minute et il y a plusieurs causes de césarienne. Il n'y a pas une seule cause. Ça peut être un gros bébé avec un bassin qui n'est pas bon, ça peut être un antécédent d'utérus cicatriciel, ça peut être un problème de souffrance fœtale à la dernière minute, ça peut être un problème de toxémie gravidique, de prééclampsie avec une hypertension, de sauvetage maternel. Il y a plein de raisons. Et c'est pour ça que c'est important de suivre cette grossesse pour décider. Et même si vous accouchez par voie basse, des fois ça ne veut pas descendre. Vous avez eu des contractions, mais il ne veut pas descendre. Est-ce parce qu'il est mal présenté, parce qu'il y a un problème de bassin particulier, et donc on peut nécessiter une césarienne de deuxième intention. La césarienne, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on ouvre la peau et les différents plans, tout simplement. Vous voulez voir un film sur une césarienne? Oui. Oui? Oui. J'ai déjà vu. Oui, je vais voir. Alors ça, c'est une césarienne que j'avais fait dans une action médicale. Ça va passer. Donc, j'ai incisé, j'ai fait mon incision. Voilà. Le ventre, on ouvre la peau névrose, là, le blanc. Alors, par exemple, cette dame, je l'ai césarisée à 41 semaines à bouche d'eau, tout simplement parce qu'elle est venue, il n'y avait pas de liquide. Zéro liquide, vous allez le voir quand je vais sortir le bébé. Et donc, si on n'avait pas accouché par voie basse, je suis sûr que le bébé serait mort. Donc, c'est ce qu'on appelle l'anamniose. Bon, c'est simple, elle était sous Rachel, je pense. Ça prend 2 minutes. S'il vous plaît. Mademoiselle. Oui. Je peux pas voir ça. Alors, retourne-toi, il n'y a pas de problème. Retourne-toi. Je ne peux pas voir, hein. Retourne-toi. Je vais avoir des crises après. Allez, Pour les personnes qui n'arrivent pas à voir, non, qu'à faire, fermez les yeux. Donc, alors,
il y a certaines Il n'y a pas, regardez, il n'y a vraiment pas de sang. Hein. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de sang qui est sorti. Hein. Vous allez voir. Et tout de suite, le bébé va sortir maintenant. C'est vraiment une césarienne toute simple, sans problème. C'est difficile de voir le début, mais une fois le bébé il sort, c'est émouvant. Voilà. J'ai pas mis le sang, mais vous voyez, regardez, il n'y a pas une goutte de liquide qui est sortie. Vous voyez l'indication de la césarienne pour moi? Il n'y a pas une goutte de liquide qui est sortie. C'est pour ça que je vous dis, j'ai préféré césariser à ce moment-là que pour sortir un gros bébé. D'accord? Je passe. C'est un gros bébé quand même. Non, je ne me rappelle pas, non, pour moi c'était la lamine. Non, il a priori pas normal. Alors la contraception, vous êtes jeune, vous commencez à avoir des rapports sexuels, marié ou pas marié, copain ou pas copain. Tout ce que je veux dire, c'est que du fait que vous avez des rapports sexuels, vous avez un risque de grossesse. D'accord? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà eu des rapports sexuels. Même si ce n'est pas sûr, même si votre copine et tout ne le savent pas, je le sais. Parce que je reçois des jeunes, je ne dis pas de l'école, mais je reçois des jeunes et plus jeunes que vous qui ont eu des rapports sexuels. Parce que c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de naturel. Votre corps appelle cela. Même si l'éducation que vous avez reçue est non, réserve-toi jusqu'à ton mari. Ça, c'est un autre sujet. Parce que justement, on est tellement fermé qu'on attend le prince charmant, qui n'existe pas entre guillemets, et il finit par avoir ce qu'il veut. D'accord? Et rares sont les filles qui viennent vierges jusqu'à leur mariage. Ou qui n'ont pas eu de rapport, même entre frotti-frotta, avant leur mariage. D'accord? Parce que quand vous êtes avec quelqu'un depuis plusieurs mois et que vous avez envie et tout, même il pousse le garçon, excusez-moi, mais il ne cherche qu'à tremper son biscuit. Il ne cherche, c'est bestial. Alors que vous ne vous donnez pas comme ça. Vous n'avez pas juste une envie folle de faire l'amour, vous vous donnez à quelqu'un que vous aimez, en qui vous croyez. Lui, il est bestial, il a juste besoin de tirer un coup. Et donc c'est là, cette dichotomie, vous ne réfléchissez pas comme les garçons. Et du moment que vous avez des rapports sexuels, même entre les jambes, même sans pénétration, vous pouvez tomber enceinte. Parce que j'ai déjà césarisé des jeunes filles de 12, 13, 15 ans qui sont venues me dire « J'ai pas envie de perdre ma virginité, je suis enceinte, avec un gosse à terme, j'ai pas envie de perdre la virginité, césarisme. » D'accord? Donc je vous dis, ça arrive à des gens, voilés, non voilés, muhtajiba, il y a de tout. Il y a de tout. D'accord? Même si entre vous, c'est des secrets que vous gardez entre vous, je suis sûr que vous êtes au courant de ça. Donc alors, l'autre problème, donc du moment que vous avez des rapports sexuels, attention, vous pouvez tomber enceinte. Et autre chose, vous pouvez avoir des infections sexuellement transmissibles. Donc la contraception est quelque chose de très important. Si vous êtes marié, je reviens, il ne faut pas être pressé d'avoir un gosse. Attendez 6 mois, 1 an. J'ai dit, il y a un temps pour vivre à 2, pour découvrir ce couple, puis un temps pour vivre à 3, puis un temps pour vivre à 4. On va à Hong Kong si vous voulez vivre à 5 et à 6. Mais au moins donc un temps, 6 mois, 1 an, 2 ans, pour avoir... Si vous n'êtes pas marié et que vous avez des relations sexuelles régulières, il vaut mieux prendre une contraception. La meilleure des contraceptions pour moi chez les jeunes filles, chez les jeunes femmes, c'est la pilule. Je n'aime pas mettre un stérilet chez une femme qui n'a pas d'enfant. Premièrement, les petits stérilets n'existent pas au Maroc, même s'il y en a en France, aux États-Unis. Mais personnellement, j'aime pas mettre ça parce que l'utérus est encore petit, le col est encore petit. Ça peut faire mal au niveau de l'utérus pour les mères. Mais donc, la meilleure contraception reste la pilule. La pilule, donc, elle est lactélique. Il y a plusieurs méthodes. L'essentiel, si vous avez une sexualité régulière, d'aller chez un médecin et de prendre une contraception. Si vous n'avez pas de sexualité régulière, la meilleure des choses, c'est de demander un préservatif. Le préservatif, en même temps, protège contre les infections sexuellement transmissibles. Parce qu'elles sont très fréquentes, parce que le garçon, il va batifoler à droite et à gauche, et il va revenir chez vous par la suite.
je vous dis, je suis sûr que vous avez déjà vu ça. Vous n'allez pas coucher avec lui la première nuit, ni le premier mois, mais au bout d'1 an, 2 ans de relation, même entre frotti-frottant, en s'embrassant, vous finissez, il finit par vous amener chez lui ou chez vous, ou dans sa garçonnière et tout, et vous finissez par coucher. Ça arrive ça ou ça arrive? Ça arrive. Et donc, ce risque, vous pouvez tomber enceinte et vous pouvez aussi, je vous dis, avoir une infection. Elles peuvent toucher tout le monde parce que justement sur lui, il n'y a pas marqué infection dessus, il n'y a pas marqué sida dessus, il n'y a pas marqué HPV dessus, et il peut y avoir des complications graves. D'où la prévention, c'est le préservatif, bien sûr. Par exemple, regardez, c'est une infection. Ça, c'est ce qu'on appelle des verrues génitales, des crêtes de coq, et c'est quelque chose que vous ne voyez pas. C'est un virus qui est très fréquent, le virus des verrues, c'est le HPV. Cet HPV donne ces verrues. D'accord? Il y a un vaccin contre, c'est très bien, mais ce n'est pas le problème de ça, c'est moche, c'est pas grave. C'est que quand vous attrapez du HPV, mademoiselle, vous m'expliquez ou là vous êtes avec votre portable? Donc, quand vous attrapez du HPV, vous pouvez faire cette infection, vous pouvez ne pas la faire. Sauf que des fois, et ça touche près de 100 millions de femmes chaque année, ça va s'intégrer dans votre génome, dans vos cellules, ça va dormir, et 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans plus tard, ça va vous donner un cancer du col. D'accord? Des fois, quand ça, vous voyez ça, ben vous êtes gêné. Je remets l'image? Non. Quand vous voyez ça, vous êtes gêné. Waouh, c'est quoi ça? Mais des fois, vous ne la voyez pas. J'ai une dame qui vient chez moi qui est enceinte, qui a peur de ces petits trucs, et qui me dit, mais ça, d'où ça vient? D'où j'ai attrapé ça? Ça fait 6 ans qu'elle est mariée, elle vient, c'est sa première grossesse, mais mon mari n'a rien. Eh bien, votre mari, il l'a eu il y a 10 ans, il y a 5 ans, il vous l'a donné, vous l'avez dans votre corps. Qu'est-ce qui vous permet de ne pas faire l'infection? C'est votre immunité, mana'adienne, c'est elle qui fait que vous en défendiez, que vous n'y a jamais rien eu. Maintenant que vous êtes enceinte, la grossesse, il y a un état d'immunodépression, l'immunité baisse, et donc ça a permis de développer ce genre de choses. C'est pas grave, d'ailleurs je lui dis, il n'y a rien à faire, on verra par la suite, mais sachez que ça peut donner dans 10 ans, 15 ans, 30 ans, un cancer du col. Et c'est intéressant donc de se prévenir. La ménopause, j'en parle très rapidement parce que ce n'est pas votre sujet à vous, mais on va y revenir. Mais surtout pour vos parents, pour vos mamans, vos sœurs, parce que c'est important en même temps de prévenir. La ménopause, c'est tout simplement la fin de vos cycles ovulatoires, vous n'avez plus d'ovules, et donc il n'y a plus d'hormones, il n'y a plus de cycles, vous risquez plus de tomber enceinte, mais il y a tout simplement donc plus d'hormones féminines, notamment les œstrogènes. Les œstrogènes, alors, la ménopause se définit comme 1 an sans règles. Donc la ménopause, c'est toujours un diagnostic rétrospectif. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que vous êtes ménopausé. Je ne parle pas de vous, bien sûr, mais une dame, quand elle vient chez moi, je ne peux pas lui dire aujourd'hui vous êtes ménopausé. Si elle ne dit pas, ça fait 1 an que je n'ai pas eu mes règles. Et c'est le temps avant la ménopause, c'est ce qu'on appelle donc la périménopause. Ça prend des durées variables, de 5 ans à 10 ans, où ça se manifeste par des troubles du cycle. Elle peut avoir des règles plus abondantes au début, parce que là, il y a le cycle qui s'accélère, et puis ça commence à s'allonger. Le problème, c'est que justement, il y a des symptômes à traiter, on peut les traiter. Il y a, deuxièmement, c'est le meilleur moment aussi pour prévenir certains cancers, notamment le cancer du sein et le cancer du col. Il y a d'autres choses dont je parlerai. Donc, alors, juste rapidement, la ménopause, le manque d'hormones va faire des problèmes au niveau de l'os, d'ostéoporose, des problèmes au niveau de la sécheresse vaginale, où elle ne peut plus faire l'amour avec son mari parce que ça fait mal, des troubles urinaires avec des fuites urinaires, des problèmes de bouffées de chaleur, et il y a des traitements de ça. Donc pourquoi je vous parle de ça? Pour justement communiquer, il ne faut pas rester dans son coin, dire souffrir en silence, alors qu'il y a des traitements qu'on peut faire. Donc ça m'amène aussi donc prévention des cancers. Cancer du col, c'est le 2e cancer au Maroc. C'est le 10e cancer en France et en Europe. Pourquoi? Parce que justement, on sait que le cancer du col, il est lié
avec le virus que je vous ai montré, lié à l'HPV. D'accord? Vous pouvez faire une infection HPV sans le savoir. Et je vous dis encore, je le répète, 30 ans, 40 ans plus tard, faire un cancer. Parce que vous n'avez pas fait la prévention. Et la prévention passe par quoi? Par le dépistage, par le frottis cervico-vaginal. C'est quoi? Une femme qui a des rapports sexuels doit faire ce qu'on appelle un frottis. Tout simplement par un examen gynécologique avec un spéculum, ça fait pas mal. On essuie le col, tout simplement. On passe une lame, une brosse, vous la voyez là. On passe une brosse avec laquelle on essuie et on voit les cellules. Et tout simplement, on analyse ces cellules. Est-ce qu'elles sont, ces cellules, comment elles sont? Est-ce qu'elles sont normales ou est-ce qu'elles sont ce qu'on appelle dysplasiques? Elles deviennent anormales, elles deviennent précancéreuses. Et donc, on a le temps, 5 ans, 10 ans, encore une fois, 20 ans, pour dépister un cancer avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il ne soit invasif, avant qu'il ne rentre dans le chorion, et donc pour permettre un traitement à 100% guérissable. Je parle de guérison. Donc c'est très important. Toute femme qui a eu des rapports sexuels, même si elle est divorcée, même si elle est veuve, toute femme qui a eu des rapports sexuels, elle doit faire un frottis tous les 3 ans. Premier frottis au moment des rapports sexuels, ou 1 an plus tard, puis un autre frottis 1 an plus tard, puis un frottis tous les 3 ans s'il est normal. Je vais vous raconter, j'ai 2 cas récemment que j'ai vus, enfin une, je ne sais pas si elle est encore vivante ou pas. C'est une dame de 70 ans qui a été mariée il y a 50 ans, qui s'est mariée 1 semaine, qui a été répudiée. Donc 1 semaine de rapport sexuel, entre guillemets, puisqu'elle était mariée. Son mari, elle ne lui plaisait pas, il lui a dit va-t'en. Elle n'a plus vu d'homme pendant 50 ans, jusqu'à ce qu'elle a saigné. Quand elle est venue, j'ai trouvé un cancer du col. Vous voyez? Ça ne touche pas que des prostituées, ça touche monsieur, ça touche madame, tout le monde. Que son mari ait des végétations, qu'elle n'en ait pas. Qu'elle ait des végétations, qu'elle n'en ait pas. Toute femme qui a des rapports, qui a déjà eu des rapports sexuels, doit faire un frottis. D'accord? Je veux vous inquiéter, je vous ai montré des images comme ça pour vous dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai ma tante, femme de pharmacien, artiste, née au niveau socio-culturel élevé, qui est morte d'un cancer du col. Parce que justement, ça n'arrive qu'aux autres. Et pourquoi en Europe, ça n'existe plus? Enfin, ça existe beaucoup moins, parce que justement, ils font des frottis. Et le frottis, encore une fois, je le dis, ça touche des gens qui ne se plaignent de rien. Il ne faut pas dire je me plains de rien, ou là je saigne, je vais faire un frottis. Non, des gens qui ne se plaignent de rien, il faut faire un frottis. Frottis, je vous disais, le frottis c'est un examen simple. Et le cancer du col touche donc cet organe qu'on n'examine qu'au moment de l'examen clinique. Et ça nécessite un traitement lourd. Le traitement chirurgical est lourd. Donc il vaut mieux le dépister à un stade précoce. Le frottis, quelque chose de très simple, vous voyez. Alors moi, toutes mes dames, quand elles viennent chez moi au cabinet, du moment qu'elles ont déjà eu des rapports sexuels, je leur propose un frottis. Ça ne coûte pas cher, c'est obligatoire, pas nécessaire à ce moment-là. Mais il ne faut pas le faire, il ne faut pas négliger, il ne faut pas dire non, je me plains de rien, je le fais pas. Bon, avant on faisait cette technique, au fond c'est le col. Avant on faisait cette technique, on essuyait. Maintenant on le fait juste avec une brosse qu'on casse dans un liquide. On ne le fait plus sur la. Alors autre chose, cancer du sein. Cancer du sein, c'est plus et moins grave. C'est plus grave par rapport à la fréquence. Je suis désolé de vous inquiéter, mais une femme sur 10 a fait ou fera un cancer. Donc on est combien là? On est 30. Désolé mesdames, et 3 d'entre vous feront un cancer du sein. Je suis désolé de dire. En France, en Europe, c'est une femme sur 8. Une femme sur 8. Pourquoi on fait des cancers du sein? Pourquoi on fait un cancer du sein? Tout simplement parce qu'on est plus soumis à de la pollution hormonale, je dirais.
c'est pas forcément la pilule ou les médicaments. C'est pas forcément la pilule ou le médicament. C'est ce que vous mangez. C'est la pollution que vous vivez avec les gaz d'échappement. C'est le poulet aux hormones qu'on mange. C'est le bœuf aux hormones qu'on mange. C'est la dinde aux hormones qu'on mange. C'est le poisson aux hormones qu'on mange. C'est les fruits qu'on mange qui ont été traités par des pesticides. Il y a plein de choses qui font que le cancer, mademoiselle s'il vous plaît, le cancer du sein est maintenant la maladie du siècle. Je vous dis, une femme sur 10 a fait ou fera. Maintenant, alors, et des fois, ça survient jeune. Ça peut survenir dès 25 ans, malheureusement. Et quand ça survient jeune, malheureusement, le pronostic n'est pas bon. C'est une femme de 30-35 ans qui rapidement a une tumeur du sein qui évolue. Alors, mais aussi, le message que je veux vous passer par rapport au cancer du sein, c'est que c'est un cancer qui est traitable. Que quand on arrive à le diagnostiquer à des stades précoces, on a jusqu'à 98% de survie à 10 ans. D'accord? Si je vous signe un truc, je vous dis dans 10 ans, à 98% vous êtes encore là, malgré votre cancer, c'est pas la fin du monde. Parce que tu ne sais pas si tu vas faire un accident de voiture ou pas, ou de moto, ou X, et que tu peux mal. Donc 98% de survie à 10 ans, je signe maintenant. Ok? Donc c'est important, mais pour avoir cette survie à 10 ans, il faut le diagnostiquer tôt. Parce que le problème au Maroc, désolé pour cette photo qui est dure, pourquoi est-ce que vous avez des dames qui arrivent à un sein inflammatoire comme ça? Ça, c'est dommage. Alors que regardez la dame en bas, elle avait juste une petite rétraction de son mamelon. Cette dame avait 65 ans, elle a eu juste une petite rétraction de son mamelon, et j'ai pu donc diagnostiquer un cancer. Initialement, j'allais lui faire un traitement conservateur. Quand j'ai opéré, j'ai enlevé ça, j'ai enlevé la tumeur en bas. Malheureusement, elle avait un deuxième cancer en bas. C'est ça qui a fait que j'ai dû lui enlever le sein à cette dame. Mais cette dame-là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ça, c'est un sein inflammatoire. Pourquoi elle arrive à ce stade? Et donc, c'est important de faire une mammographie pour justement trouver des images, des nodules à ce stade-là. Parce que si vous voyez quelqu'un qui, encore une fois, comme le frottis, quelqu'un qui se plaint de rien, qui n'a pas de boule au sein, qui va faire une mammographie, et on lui trouve ça, et bien ça, on peut enlever autour, 1 cm autour, on peut lui conserver le sein, et elle a 98% de survie à 10 ans. La même chose quand on fait ce qu'on appelle la mammographie, et on trouve des lésions comme ça. Elle se plaint de rien, cette dame. Elle n'a pas senti une boule au sein ou quelque chose. Le fait d'avoir fait une mammo, d'avoir trouvé ça, on peut lui enlever ça. On va lui conserver le sein et on va lui donner un bon espoir de survie. J'ai eu un cas à Tantal, un jour, où une dame elle est venue chez moi avec une tumeur de 3 cm. Elle est venue en novembre ou en décembre avec une tumeur de 3 ou 4 cm. Le problème, bon, j'ai vu que c'était un cancer, j'ai dû lui enlever le sein. Le problème, c'est qu'elle était venue avec une mammographie faite 9 mois plus tôt à Agadir, où elle avait une tumeur de 1 cm. Et c'était dommage, parce que je lui ai dit, si tu étais venu 9 mois plus tôt, j'aurais pu te conserver le sein. Vous voyez? Elle dit, elle a fait son bilan et tout, et je ne sais pas pourquoi, elle a traîné 9 mois. Sauf que le fait qu'elle ait traîné 9 mois, j'ai été obligé de lui enlever le sein. Alors la mammographie, c'est pas quelque chose qui fait mal. Vous allez voir. Ça va passer tout de suite. La mammographie, c'est un examen qui est facile, qui n'est pas douloureux. On met le sein dans un appareil, on le presse un petit peu. Ça fait pas peur. Elle a dit, madame, ça fait pas peur. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur? Moi j'ai mal au pied, monsieur. Heureusement, c'est que le Quand je vois un truc comme ça, ou le D'accord. Je vous dis, la mammographie, ça fait pas mal. Parce que beaucoup disent, ça fait mal, non, j'y vais pas. Alors que justement, ça peut vous sauver la vie. Parce que justement, vous voyez les lésions que vous trouvez à des stades beaucoup plus infracliniques, où vous êtes avant d'arriver à un stade tardif, comme l'image que j'ai fait. Je parle aussi d'échographie. Alors, c'est un couple mammo-écho. Et chez les jeunes femmes comme vous, de moins de 30 ans,
il faut savoir que la mammographie ne sert à rien. Pourquoi? Parce que vos seins sont trop denses, sont trop blancs, et blanc sur blanc ne se voit pas. Vous, quand vous avez quelque chose, des nodules, il faut les explorer par échographie. Autre chose, dernière information, les cancers de la jeune femme sont assez rares quand même. Mais il y a des cancers héréditaires, d'accord? C'est-à-dire quand on sait que dans la famille, la mère, la tante, la grand-mère d'origine maternelle ont tous fait des cancers du sein. Et quand il y a des familles comme ça de cancer, eh bien, il faut faire le dépistage 5 ans avant l'âge du premier cancer. Par exemple, si votre maman a fait un cancer à 40 ans, là, il faudra. Mais si elle a fait, et que votre tante a fait un cancer aussi à 45 ou à 50 ans, qu'il y a 2 ou 3 cas dans la famille, eh bien, il faut que vous commencez à faire une mammographie à partir de 35 ans. Parce qu'on guette le cancer héréditaire. Et donc, c'est très important, je vous dis, de le chercher avant qu'il ne soit trop tard. Et encore une fois, avant que, quand vous ne vous plaignez de rien. Autre chose, et j'ai bientôt terminé, le fibrome utérin. Le fibrome utérin, vous allez voir une dame que j'avais opérée. Regardez ce qu'elle avait dans le ventre. Elle avait tout ça dans le ventre. J'invente pas, je vous assure. C'est une dame qui venait du bled de la montagne et qui a très... Je sais ce qu'elle avait ça. Ben, j'ai dû lui enlever la matrice et tout. Et regardez, ça c'est pas une tumeur bénigne, mais regardez le poids qu'elle avait dans le ventre. C'est quoi ça? Assez conséquent. La même chose, est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? Non, pas du tout. Ça, c'est un prolapsus. Ça, c'est l'utérus et la vessie qui tombe. Ça survient chez les femmes de 60, 50, 60 ans qui ont beaucoup enfanté et qui vont, leur matrice, leurs organes vont tomber. Pourquoi j'ai voulu terminer sur ça? Parce que vous voyez des stades où les gens se plaignent jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que je conclue comme ça. La prévention de la santé, vous êtes encore jeune, mais j'espère pour vous une longue vie, heureuse, mais la prévention de votre santé passe par la consultation précoce. La prévention, il n'y a que ça qui permet de détecter les maladies avant que vous vous en plaigniez. Je répète, frottis du moment que vous avez des rapports sexuels, mammographie du moment que vous avez 45 ans, et ne pas dire non, je ne me plains de rien, je ne fais rien. D'accord? C'est ça mon message principal. Et merci. Merci. Des questions? Déjà, au nom du groupe, on vous remercie de votre conférence. C'est une conférence riche d'informations. Voilà, et je vous rapporte, si vous avez des questions, les filles, il ne faut pas avoir honte. Notre culture marocaine, en général, on ne discute pas de ça, généralement, avec nos parents et tout. C'est un sujet qui reste tabou. Donc, ici, par contre, vous avez toute la liberté de poser vos questions librement. Moi, pourquoi je fais ça depuis longtemps? Parce que ça me dégoûte, ça me choque, justement, comme vous, de voir des stades comme ça. Toutes ces images, c'est pas des trucs que je suis allé chercher sur Internet. C'est des trucs que j'ai eus dans mon expérience hospitalière ou au cabinet, et ça me désole, je vous dis. Pourquoi les gens, un jour, à l'hôpital, il y en a une, son sein est tombé, tellement il était pourri, tellement elle n'osait pas aller chez le médecin. Et ça a pris 2 ans, vous comprenez? Non, je vous dis le cas de la dame de Tintin, elle avait un nodule qu'elle est partie explorer, et ce n'est que 9 mois plus tard qu'elle vient. Pourquoi? Parce qu'il y a cette ancienne mentalité, je vais aller chez le médecin, il va me faire ci, il va me faire ça, alors que les choses ne vont faire qu'empirer. Mais le message encore sur lequel je vais insister, le frottis, la mammo, le suivi de grossesse, c'est des choses que vous devez faire quand vous ne vous plaignez de rien. C'est pas parce que je me plains que je dois y aller. Bien sûr, si je me plains, je dois y aller. Mais encore une fois, je ne sais pas combien de fois je vais le répéter aujourd'hui, quand vous n'avez rien, du moment que vous avez des rapports sexuels, allez faire un frottis. Du moment que vous avez 45 ans, allez faire une mammo. Et autre chose, dites-le à vos mamans, à vos grandes sœurs, à vos grands-mères. Moi, le cancer de la vulve, j'en ai pas parlé, le cancer de la vulve est rare. Mais il y a des fois des grands-mères de 70, 80 ans qui ont un bouton sur la vulve et qui n'osent pas en parler. Chouma,
Elle n'en parle pas à sa fille, elle n'en parle que vraiment à la fin, quand ça commence à puer. Mais à ce moment-là, quand ça commence à puer, c'est déjà trop grand, vous ne savez plus qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors que si elle était au début, eh bien vous pourriez la traiter avec une tumorectomie et vraiment ça améliore les choses. Et non pas jusqu'à ce que ça pue et tu viens déranger parce que justement tu dis ça pue trop. Vous voyez? Et je vais vous raconter un truc. Ma maman un jour, je lui ai examiné les seins, je lui ai dit s'il te plaît, laisse-moi voir d'où je suis sortie. Tout simplement, je lui ai rapidement examiné la vulve juste pour m'assurer qu'il n'y a pas un truc. Vous comprenez? Donc c'est important, je vous dis, d'en parler aux vieux, parce que la même chose par rapport aux fuites urinaires. Elle fuit, elle arrive, après elle met des couches, parce que justement, elle n'en peut plus de garder, alors qu'il y a des traitements. L'essentiel, c'est d'en parler. J'ai une question par contre. Oui. Une durée normale des règles. Parce qu'on trouve des fois certaines personnes qui ont des règles sur une durée de 8 jours, 10 jours. Et dans ce cas-là, c'est pas normal. En général, il y a un souci. Tout Donc, à fait. à partir de quelle durée il faut s'inquiéter et consulter un médecin? Plus de 8 jours. Plus de 8 jours, normalement les règles, alors les règles sont variables, mais normalement c'est 5-6 jours, mais on parle de ménorragie quand vous avez des règles abondantes de plus de 8 jours. 8 jours et plus, d'accord? Oui? Comment éviter les complications durant l'accouchement? Comment éviter les complications de l'accouchement? En suivant, en dépistant les risques potentiels. Quand vous allez, je vous dis, il y a plein de choses. Alors il y a une émission, j'ai filmé une émission sur Média TV, ça passera en avril, sur la semaine de la santé. Je vous invite à la voir. Donc, prendre du fer, dépister, avoir ses sérologies, toxoplasmose, rubéole, faire un dépistage de diabète gestationnel, suivre sa grossesse, notamment par échographie dès votre retard de règles, pour s'assurer que votre grossesse évolue bien, faire une échomorpho à 22 semaines, faire une écho à 32 semaines pour s'assurer que le bébé n'est pas trop gros, n'est bien positionné, faire une consultation à 37-38 semaines, voir le bébé, est-ce qu'il n'est pas trop gros, est-ce que vous avez un bassin normal, est-ce que vous pouvez a priori accoucher normalement, mais ne pas faire donc non, de toute façon, ma mère a accouché normalement et tout, il n'y a pas de problème, je vais accoucher sur la simple matrone et tout, je ne suis pas suivi, je ne prends pas de fer, différentes choses. Prendre la vitamine B9, j'en ai pas parlé, la vitamine B9 est un acide folique et quelque chose de très important, ça diminue le risque de malformation. D'accord? Et maintenant après, c'est vrai que ça peut nécessiter une césarienne, mais pas forcément. Vous ouvrez un sujet très intéressant, la césarienne systématique ou la césarienne convenance. Pourquoi est-ce qu'il y a trop de césariennes maintenant? Au Maroc et partout. Vous savez, non, vous savez que même en Chine, ils sont à 60% de césariennes. Au Brésil, je crois qu'ils étaient à 70%. Mais en France, je pense que même en France, dans les cliniques privées, ils sont à 50% dans les cliniques privées. Il y a plusieurs raisons à ça, pourquoi il y a beaucoup de césariennes. Premièrement, je dirais le risque médico-légal. Parce que c'est très simple de dire, mais pourquoi tu n'as pas césarisé? Et en même temps, quand tu césarises, c'est un boucher, il s'est empressé de césariser. Alors que, souvent maintenant, les femmes avant accouchaient dans la douleur. Et la douleur était quelque chose de plus ou moins accepté. Parce qu'avant, par exemple, tu avais tes douleurs de règles, et ben, il n'y avait pas les anti-inflammatoires, il n'y avait pas les choses, ça passait. Donc ça devenait presque, entre guillemets, normal. Les femmes avant étaient au champ, faisaient des travaux manuels, fatigants, d'accord? La femme maintenant, elle est beaucoup plus fragile, beaucoup plus douillette. Et dès qu'il y a quelque chose, ah, j'ai mal, d'accord? Et donc, je dirais, les femmes maintenant, moi je vois, 50% de mes césariennes, c'est des femmes qui demandent, ou mieux, qui veulent accoucher par voie basse, et dès les premières contractions, ah non, docteur, j'en veux plus, non. Je vous assure, j'ai 2 cas récents. Non. J'ai une dame, une infirmière, l'infirmière de mon pédiatre, qui voulait accoucher par voie basse. Elle est restée jusqu'à 41 semaines. À 41, je lui dis, je vais déclencher. Je la déclenche. Je sais que quand je déclenche, j'ai 50% de césarienne. Au bout de 3 heures, on m'appelle en me disant, le bébé est souffrant, il faut une césarienne. Je viens une demi-heure plus tard, je vois que le tracé s'était normalisé. Le rythme cardiaque fœtal s'était normalisé. Et donc, je me dis, bon, il y avait une souffrance tout à l'heure. Maintenant, c'était sûrement ce qu'on appelle une latérossidence, le cordon qui était comprimé. Mais ça s'est amélioré.
Il n'y a pas, maintenant sur ce tracé, je n'ai pas d'indication de césarienne. Tout est bien. Je l'ai laissé encore. 5 heures de l'après-midi, la sage-femme dit, elle n'en peut plus, elle veut une césarienne. Je césarise, tout s'est bien passé. Et après, dans les suites, j'attendais que tu me dises d'une césarienne. Et moi, je lui disais, moi aussi, j'attendais que tu me dises d'une césarienne. Vous comprenez? Moi, si je vous respecte beaucoup, j'écoute ce que vous voulez. Si vous me dites, je veux une césarienne, je vous la fais. Si vous me dites, je fais une voie basse, je vais avec vous jusqu'à la voie basse. Mais si vous changez d'avis parce que l'accouchement est douloureux, parce que la péridurale, ça ne se fait pas au début. L'accouchement, on ne sait pas combien ça va durer. Et donc, on va, les premières heures, 10-24 heures, sont douloureuses. Et donc, la péridurale, on la met qu'à partir de 3 cm. Il y a des femmes qui ne supportent pas cela. Alors maintenant, si vous voulez vraiment accoucher par voie basse, je vous conseille d'aller faire des cours, des séances de préparation à l'accouchement. Parce que c'est beaucoup, on va vous aider psychologiquement, on va vous expliquer comment respirer. Il y a des gens, tu la pinces bien, il y a des, tu la touches, c'est vrai ou c'est pas vrai? La même chose par rapport à la douleur. Il y en a qui ne tolèrent pas la douleur, il y en a qui la tolèrent. Et la césarienne est une solution de facilité. Je ne vous dirai pas je suis contre ou là je suis pour. D'accord? Il y a un peu plus de risques au cours d'une césarienne, oui, mais vous passez de 4 pour 1000 à 8 pour 1000. Il y a un peu plus de risques, oui, comme de complications graves, mais on ne voit pas les complications après de l'accouchement par voie basse. L'épisio qui fait mal, vous ne pouvez pas faire l'amour, comment on appelle ça, la luxation du coccyx qui fait très mal. J'ai un ami gynéco dont la femme a accouché par voie basse la première fois. Elle a eu très mal par rapport à la luxation du coccyx. Ça lui faisait. La deuxième, elle a accouché par césarienne. Les prolapsus par la suite, parce que vous avez beaucoup accouché. Je ne suis pas en train de vous dire que la césarienne est meilleure. Je suis en train de vous dire, à vous de choisir. Si vous voulez accoucher par voie basse, allez faire des séances de préparation à l'accouchement. D'accord? Si vous voulez une césarienne, ça se fait à 39 semaines. Je n'ai pas envie de vous césariser après, au moment de l'accouchement à 41 semaines, parce que le bébé n'a pas voulu descendre, parce que tout simplement vous avez changé d'avis. Si vous voulez une césarienne, on la fait à 39, ou ça va. D'accord? Des questions? Alors, vous avez demandé, c'est obligatoire de prendre le pilule après l'accouchement? Alors, la meilleure des choses, c'est l'allaitement maternel. La maman, la méthode d'allaitement maternel exclusif, permet de bloquer votre ovulation. D'ailleurs, c'est pour ça que vous n'avez pas vos règles. Mais si vous n'allaitez pas de manière exclusive, vous avez un risque de tomber enceinte. Et je ne sais pas si c'est agréable. Même avec l'allaitement, je pense qu'il y a toujours le risque de tomber enceinte. Non, l'allaitement exclusif alors, l'allaitement exclusif plus de 6 fois par jour protège. Le problème, il est ailleurs. Il est quand vous êtes en allaitement exclusif, que le bébé a 6 mois, et que donc vous n'allaitez plus que 2-3 fois par jour. Parce qu'il mange. À ce moment-là, oui, il y a un risque. Mais allaitement exclusif plus de 6 fois par jour, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, vous n'avez pas vos règles. D'accord? Tout simplement. Oui? Vous savez, madame, avant, on avait 3, 4, 5, 10 enfants. Mais, parce qu'il y en avait beaucoup qui mouraient. Maintenant, si vous voulez avoir 3, 4 enfants, ben oui. Vous voyez, c'est pas. Mais bon, non, on peut faire jusqu'à 3, 4 césariennes, non. Problème. Bon, 4. 4 alors, maximum. non, il n'y a pas de 4 maximum. Des fois, ça arrive jusqu'à 5 et tout. C'est pas ça le problème. On n'est plus dans la mentalité d'avant. D'accord? Est-ce que vous voulez avoir 4 enfants? Je ne sais pas. Mais ça dépend. Mais si vous voulez, si on trouve qu'il y a un mauvais état local, c'est une misère. Si on trouve qu'il y a un mauvais état local au niveau de notre utérus, que tout est collé et tout, et bien éventuellement, on va vous dire, madame, mais c'est une occasion de faire une LST, une ligature section des troncs. J'en profite pour dire, la LST n'est pas, c'est une méthode définitive, mais qui n'est pas illégitime, qui n'est pas haram. Parce que beaucoup de... maintenant, on est toujours avec les problèmes religieux de dire « Ah non, c'est haram de faire une ligature des troncs ». Je vais vous dire, tout simplement, la LST était une méthode encouragée par le ministère de la Santé marocaine. Et donc, avec l'accord des ulama, je ne pense pas que les ulama vont décider de quelque chose qui serait haram religieusement. Pour moi, ce qui est haram, c'est d'avoir 4-5 enfants que tu ne peux pas élever, que tu laisses dans la rue.
Maintenant, tu les veux, je te respecte là, tout ce que je peux te dire. Des questions derrière? Ça ne vous a pas intéressé? Oui. J'avais montré une image de la dame que vous avez fait la césarienne. Oui. Pas libérer le liquide. C'était pas possible de le trouver. Non, il n'y avait pas de liquide. C'est pas le liquide qui n'est pas libéré. Il n'y avait pas de liquide. Non, ben, je vais vous refaire l'image. Cette dame, j'ai coupé. Il n'y avait pas de liquide. Il y a certains cas où il n'y a pas de liquide. L'indication chez cette dame, c'est qu'il n'y avait pas de liquide. Et le liquide, pas durant le début de la Mais là, à la fin de sa grossesse, c'est pas le père. À la fin de la grossesse, il n'y a pas, il y a ce qu'on appelle une sénescence placentaire, le placenta qui vieillit, qui se calcifie, qui fait que justement les échanges passent mieux et on se retrouve avec un oligoamnios, moins de liquide, jusqu'à l'anamnios. Et le bébé, le liquide est important pour passer de l'eau, mieux supporter les contractions, et à un certain moment, donc il reçoit toutes les contractions sur lui. Et donc il arrive à... Je vous la repasse ou pas? C'est pas la peine, je pense qu'il y a ça. J'ai passé le... Attendez, Vous êtes humain. C'est Et clair. là, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Voilà le bébé. Je vais sortir le placenta, vous allez voir qu'il n'y a pas de liquide. C'est pas moi qui ai vu. Et donc, heureusement que j'ai sorti ce bébé, parce que si elle avait déjà perdu un bébé. Regardez là, rien. Ça, c'est le placenta. Tu vois? Ça, j'ai sorti du bébé, c'est rien, regardez. Et tout simplement, regardez à ce moment-là, quand je le sors. Regardez, quand je le sors, normalement, là, j'ai plein de liquide qui va venir. Regardez. Il va venir, rien. Normalement, oui. S'il y a un liquide, il y a d'accoucher normal. C'est pas risqué, c'est à 98% le bébé qui va mourir. Tu peux accoucher normal, mais avec un bébé qui meurt. Parce que, non, le liquide est comme une boule que tu écrases. Donc, le bébé. Donc, tu es en train de l'écraser, mais il n'y a rien. Toute la pression arrive sur le bébé et non pas sur le liquide. Quand il y a du liquide, il arrive à supporter. Moi, un jour, j'ai perdu un bébé comme ça. Je vous assure, une dame à l'hôpital, une dame qui, je ne me rappelle pas ce qu'elle est. Non, il y avait du liquide et tout. Je l'ai accouchée à l'hôpital. C'est la sage-femme elle était en dépassement de terme. Encore une fois, c'est pour ça que c'est important d'avoir la date. Je l'avais déclenchée. La sage-femme l'a surveillée. Écoutez, mademoiselle. La sage-femme l'a surveillée. On avait un monitoring. Je lui ai dit, s'il te plaît, tu branches le monito. Tu ne quittes pas le monito. Toute la nuit, toute la journée, toute la nuit. Le DCR était très bien. Et au final, elle a accouché normalement d'un bébé qui est mort au moment de l'accouchement. Et pratique elle. Alors, je ne peux même pas reprocher. C'était une sage-femme de confiance. Je sais qu'elle l'a surveillée. Et on était tous attristés. Mais maintenant, c'est pour ça que je vous dis encore, c'est très simple. On en rediscutait comme tout à l'heure. Si tu indiques une césarienne d'emblée, on ne sait pas. On n'a pas la science infuse et on ne sait pas comment ça va se terminer. C'est aussi Dieu qui décide. Mais souvent, si tu indiques les gens, quand tu césarises trop, oh, mais c'est un misère, ils césarisent trop. Mais je ne peux pas savoir. J'avais du liquide, j'avais un tracé normal. Comment tu veux que je sache si ça allait se terminer comme ça? Mais bien sûr que j'aurais césarisé. Et j'ai dit à la dame, est-ce qu'elle n'a pas décéléré ou quelque chose? Non. Si elle décélère le bruit du cœur, si elle décélère, ça veut dire, ah, commence à souffrir. J'aurais pu césariser. Non. Celle-là, elle a fait une asphyxie du carpacteur. C'est pour ça que je vous dis, moi, quelqu'un qui est en dépassement, qui a un oligoamnios, je préfère te passer au bloc, directement. Moi, j'ai une dernière question, à part si vous avez d'autres questions, pour l'hygiène quotidienne. Pour une hygiène. Ah, très bien. L'hygiène quotidienne. Quand on quotidienne. utilise les toilettes, bon, quand on est à l'extérieur, les toilettes ne sont pas forcément propres à 100%. Voilà. Pour l'hygiène quotidienne, on a l'habitude, nous, dans les savons de Marseille, c'est vrai, c'est pas bien. Alors, très bien. Alors, premièrement, je vais vous dire un truc, il y a
Il y a un truc qui a été développé en France, en Europe, pour les randonnées. C'était, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'était les pipis debout. Il y avait un truc, une sorte d'entonnoir qui faisait que la femme pouvait pisser tout simplement comme ça. Elle mettait la tête sur l'air et elle pissait debout. C'était très pratique au lieu de devoir s'accomplir pour faire. Premièrement. Deuxièmement, l'hygiène. Alors, je reviens à l'image, la première image de la présentation. Je ne vais pas vous traumatiser encore par les animaux. La vessie est à côté du rectum, derrière, et donc il y a beaucoup de microbes de derrière qui sont dans le vagin et la vulve. Et en fait, donc le vagin, il y a 90% de ce qu'on appelle le bacille de Derlin. C'est un microbe normal, gentil, qui occupe la place. Et il y a plein d'autres microbes du caca de derrière qui sont, il y a des Escherichia coli, Klebsiella, Staph, toute une multitude de microbes. Et donc c'est important, le torse est développé comme ça, les bons microbes prennent la place. Quand il y a trop d'hygiène, justement, quand on se lave trop avec des savons décapants, avec des savons parfumés, ou bien quand on fait des toilettes vaginales, qu'on rentre son doigt dans le vagin pour laver le vagin, eh bien on peut enlever ces microbes et on va dérégler la flore. Et donc c'est pas bien. Il faut se laver, comme vous dites, au savon de Marseille, une fois par jour, bien asséché. C'est ça que je vous dis. Il ne faut pas avoir la hantise, l'excès d'hygiène est mauvais. Parce que justement, quand vous avez un excès d'hygiène, vous pouvez enlever ces microbes, ces bacilles de Derlin, et favoriser ce qu'on appelle la vaginose. La vaginose, c'est quoi? C'est un microbe qu'on appelle Gardnerella vaginalis, qui va se multiplier avec une grande quantité. Ce n'est pas une infection, c'est tout simplement un dérèglement de la flore normale. Et donc, encore une fois, l'hygiène, vous pouvez, bon, bien sûr, faire pipi, éventuellement mettre des draps ou quelque chose pour nettoyer les toilettes, d'accord? C'est tout. Je vous dirais, éviter, bien sûr, mais c'est dégoûtant d'aller dans les... malheureusement. Mais moi, je vous dis au contraire, c'est pas bien de trop se retenir. Par contre, ce qu'il faut, c'est boire beaucoup et éviter l'excès d'hygiène. D'accord? Boire beaucoup, c'est très important de boire. Éviter aussi la macération. Les gens qui vont mettre les jeans trop serrés ou bien qui vont marcher, faire beaucoup d'activités physiques, marcher avec des jeans trop serrés. Parce que ça favorise la macération et la macération favorise la candidose. D'accord? Donc c'est essentiellement ça. Bien boire pour bien éliminer, ne pas trop se laver une fois par jour avec des savons doux, il y a du savon de Marseille, ne pas faire de toilette vaginale et en cas de problème, aller consulter. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Ben c'est bon, je vous en prie. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Alors, vous êtes tous et toutes invités à une petite réception. C'est bon, vous pouvez